ディアブルジャンブ。Yo les gars, c'est Gigo. C'est pas moi qui l'ai dit. Alors j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 925 de One Piece. Je suis éclaté, je suis désolé. Je ressors de 3 jours à Disney, j'ai plus de voix, j'ai plus rien, plus de force, plus d'énergie. Mais on va quand même faire cette petite review parce que le chapitre est oufissime, voilà. Il est très intéressant, il a plein d'infos, plein de pépites, comme on a pu l'attendre comme on l'a vu du dernier chapitre. On s'est bien douté que la suite allait être assez dingue, et donc c'est le cas. Et il y a même pas mal d'inattendus, beaucoup d'inattendus, même que ça en fait. Alors avant de commencer rapidement, je voulais vous dire que j'ai enfin mon Utip. Vous savez, je n'ai aucune plateforme de financement, de participatif, pas de Tipeee ni rien. Mais par contre, j'ai fait la demande pour avoir un Utip, donc demande qui a été approuvée hier. Parce que comme ça en fait vous pouvez au moins me supporter, me soutenir si vous le souhaitez, simplement via des pubs, en regardant une pub par exemple de 30 secondes, comme ça ne vous coûte rien, et donc ceux qui veulent me soutenir gratuitement peuvent le faire, et donc voilà, donc je vous invite à, si jamais vous avez l'envie de regarder une petite pub pour moi, je vous invite à vous rendre sur mon Utip, et le lien est dans la description. Merci à beaucoup à ceux qui l'ont fait déjà et ceux qui le feront, merci à vous. Alors on retrouve Perona et Mihawk sur l'île de Kuraigana, il me semble c'est l'île où Mihawk officie. Alors c'est très intéressant parce qu'avec Nina on a remarqué que l'île avait un ciel semblable à celui de Wano, donc celui qu'on a pu voir avant d'arriver sur Wano. Donc une fois de plus ce thème revient souvent, c'est intéressant, il n'y a peut-être pas spécialement de théorie à creuser, mais en tout cas c'est la deuxième voire même troisième fois qu'on revoit ce style de ciel, de climat, donc c'est toujours intéressant à noter. Alors Perona découvre que son maître Moria est vivant, elle est rassurée, et donc elle décide de quitter l'île et donc de quitter Mihawk. On commence d'ailleurs à parler de rêverie, et c'est là que ça devient intéressant. Alors il n'y a pas eu réellement de retour sur la rêverie comme on a pu le prédire dans le dernier chapitre, mais il y a quand même eu, on a quand même eu le sujet donc, qui a été abordé, on va en parler très bientôt. Alors Nina a relevé le fait que Mihawk a des cernes assez prononcées et a donc aussi boit ce fameux café à chaque fois qu'on le voit. Et donc c'est vrai que ça confirme, du moins ça appuie son hypothèse comme quoi en fait Mihawk ne dort jamais. Et donc ça appuie vraiment le truc, l'histoire du vampire, de tout ce qui est... Vous savez quoi, je vais vous laisser le lien de sa théorie sur Mihawk et sur ce qu'elle pense sur du peuple des vampires, etc. C'est très très intéressant. Nina a géré sur le coup. Et c'est vrai que là, Mihawk avait l'air d'être particulièrement fatigué, particulièrement, on va dire, épuisé. Et il y a ce parallèle avec Wano du coup qui se fait. On change d'ambiance en arrivant sur l'un des territoires de Barbe Noire nommé Beehive, ou donc ruche d'abeilles. En fait c'est Moria et ses zombies qui ont lancé un raid sur l'île du Yonko. Donc quand même, Moria mine de rien, il a pas perdu en force entre temps. Et il a lancé ce raid pour une occasion bien précise, pour une raison bien précise. Il se serait déplacé jusque là-bas pour récupérer Absalom, capturé par Yonko, et qui était sûrement venu l'espionner avec son fruit de l'invisibilité. Alors qu'il l'aperçoit sur l'île, il sera sûr de le savoir en vie, car il connaît en fait l'obsession et le penchant qu'a Barbe Noire pour justement récupérer les fruits du démon des utilisateurs. Et celui d'Absalom est particulièrement convoité car il s'agit du fruit de l'invisibilité. Un truc qui est aussi bien géré, un fruit qui est aussi bien géré peut faire énormément de choses. Donc c'est vrai qu'il avait peur que Absalom ait été traqué à cause de ce fruit. Et c'est à ce moment-là, en pensant donc que Absalom était donc en vie, que tout allait bien, Moria était rassuré, était même très heureux, qui se fait trancher par un Shiryu qui apparaît de nulle part. Et ce Shiryu n'est pas vraiment apparu de nulle part parce qu'il était invisible. Et donc on comprend par la suite que le Absalom n'était pas réellement Absalom. En fait, c'était Katarina Devon qui a pris le fruit du Kitsune, ou du Kitsune, je ne sais pas exactement comment on le prononce, qui a pu prendre l'apparence de Absalom. Et donc, c'est le fruit donc, mythologique du Kitsune. Donc, c'est très très intéressant parce que ça fait encore un lien avec Wano. Et donc, là, on a ce truc qui fait que, du coup, Absalom, il est quoi? Il est mort. Et c'est ce que Moria redoutait le plus. Et donc, on y apprend que
Absalom est sans doute mort. Moi, je me suis dit peut-être que Barbe Noire avait pu récupérer son fruit du démon grâce à son pouvoir, hein, sans spécialement le tuer. Mais Katarina Devon a demandé à Moria si elle voulait le corps d'Absalom, sachant qu'il aimait ça, hein, vu que tous les trucs de zombies, etc. Et donc là, bah, ça fait bizarre en fait, ça amplifie le côté on va dire sans pitié qu'a Barbe Noire, donc c'est cool. Ça amplifie sa sauvagerie, sa barbarie, ça amplifie le mauvais côté du personnage, qui fait un peu son charme. Mais d'un côté, on se dit putain, c'est chaud quand même. Ça fait depuis Ace et Barbe Blanche, on n'a jamais eu de personnages qu'on connaît qui sont morts comme ça, quoi. Donc ouais, Absalom a canné apparemment. Il était déjà un peu mort parce que bon. Mais il a canné. Alors en fait c'est totalement imprévu parce que qui aurait pu se douter que Shiryu de la pluie allait avoir le fruit de l'invisibilité? C'était quelque chose qui était absolument imprévu, c'est un coup de génie de la part d'Oda. Il a vraiment bien géré son coup parce que là franchement voilà. Et du coup le fait que Katarina Devon ait elle aussi le fruit du Kitsune, ça fait un lien avec Wano parce que le Kitsune c'est une créature mythologique japonaise et le fait que Katarina Devon, autant pour moi, soit considérée comme la chasseresse de la lune, du croissant de lune, ça fait un lien avec l'histoire de Wano liée à la lune, et puis tout ça. Je parle vraiment comme Nina, je vais vraiment beaucoup parler d'elle, ça se ressent, je le ressens moi-même là. Et donc voilà, donc c'était vraiment de l'imprévu et on aime ça. Et là on arrive au chef-d'œuvre, hein, on va dire, et là on arrive au plat de résistance. On retrouve enfin Barbe Noire depuis tant d'années, depuis la fin de la guerre de Marineford. Alors il a un physique totalement différent, une longue barbe comme le vrai Barbe Noire dans la vie réelle. Il a une tenue des plus classieuses qui soit. En fait il est vraiment copie conforme de ce qu'on a pu connaître du vrai Barbe Noire dans notre vie. Donc on voit que Oda y a bien fait référence. Et surtout, il possède la nouvelle plus grosse prime de One Piece qui a été dévoilée, 2 milliards et 247 millions de berries. Alors même si c'est une prime énorme, je la trouve relativement faible, tant pour moi. Parce qu'on sait que Luffy, il a 1 milliard et 500 millions de berries, me semble-t-il. Il y a juste 700 millions de berries entre un Yonko qui a plusieurs territoires, qui a quand même tué un autre Yonko, qui a quand même 2 fruits du démon les plus puissants du monde, avec, en possédant un équipage des plus redoutés, des plus criminels, des plus puissants criminels, pardon, du monde évadé d'Impel Down. Et là, on a un mec qui a, du coup, au final, j'aurais cru qu'il se tape, on va dire, peut-être un 3 milliards dans ce cas-là. Le double de Luffy, ça aurait été logique. Mais non, il se tape un 2,2 milliards et 247 millions. Alors, c'est la plus grosse prime de One Piece jamais dévoilée à ce jour, mais ça reste quand même une prime assez faible, je trouve. Alors, chose intéressante, on fait un petit point sur la rêverie grâce à Barbe Noire. On apprend qu'en fait, à la rêverie, durant le 4e jour, donc déjà 4 jours se sont écoulés, il n'en reste plus que 3. Au 4e jour, les commandants révolutionnaires se sont battus contre 2 amiraux, donc Ryokugyu et Fujitora, pour récupérer donc Kuma. Teach nous dit aussi que Big Mom va poursuivre Luffy tellement elle est furieuse de tout ça, donc ça confirme encore plus le fait qu'il va y avoir un affrontement avec Big Mom et Luffy, du moins qui risque de revenir durant Wano ou à la fin de l'arc Wano. Et surtout, Teach nous ressort un speech à la Doflamingo sur la place du roi, comme quoi la bataille finale a commencé pour la place, pour le trône du roi. Et donc ça fait penser au trône vacant, à celui d'Imu, etc., etc. Et là c'est la hype absolue, surtout quand c'est un Barbe Noire qui nous dit ça. Lui il a toujours il a une certaine prestance, il a un certain charisme. Je suis désolé, mais l'équipage de Barbe Noire avec Avalo de Pizarro, avec Devon, avec Shiryu et lui, ils ont un truc, ils dégagent un certain flow, ils sont badass, ou ils sont beaux. Voilà, ils sont beaux, ils sont atrocement beaux. Donc on risque de voir Barbe Noire sur Wano, c'est quasiment confirmé, surtout que ça fait un lien avec le fait que j'ai capté ça que hier, que Barbe Noire a finalement... que en fait Drum a un lien avec Wano, car si vous voulez, Drum c'était l'île où on a vu éclore pour la première fois des cerisiers via Iluluk du coup. C'était sur Wano qu'on avait vu ça, c'était magnifique. Et donc ça fait un petit parallèle avec le fait que Wano soit l'île où les cerisiers fleurissent. Et c'est surtout là où Barbe Noire est apparu pour la première fois dans One Piece. Il est apparu sur Drum. Et du coup, on peut se dire que peut-être, éventuellement, il réapparaîtrait une fois sur Wano. Et donc voilà, mais je pense que j'en parlerai un peu plus en détail dans une vidéo particulière dédiée à ce sujet. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Barbe Noire, surtout que ça fait longtemps que j'en ai pas parlé, donc je suis un peu hypé là. Alors, on revient sur Wano, et le second acte démarre déjà beaucoup plus tôt que ce que j'avais prévu, que ce que j'avais imaginé, donc c'est assez étonnant, mais voilà, il commence déjà. Alors, Shutenmaru et Inuarashi se battent l'un contre l'autre
sur la montagne d'Atamayama, donc c'était la montagne de la tête. Et en fait, on remarque que cette montagne a la particularité d'avoir un espèce d'arbre immense sur le haut de la montagne. Et en fait, bah, on comprend que Shutenmaru a exactement la même coupe que la montagne. Il fait un peu une sorte de Frankie. Et donc, bah, voilà, ça explique les montagnes, les voleurs de la montagne, etc. Donc, voilà, Shutenmaru, c'est sûrement le QG, son QG à lui. Ce qui est intéressant, c'est que Inuarashi et Shutenmaru, on ne sait pas vraiment pourquoi ils se battent, mais en tout cas, ils se battent à force égale. Donc, on comprend que voilà, on voit un peu, on permet de doser un peu la force des deux personnages. Et c'est intéressant, sachant qu'Inuarashi est très très fort. Et Shutenmaru a quand même pu bien blesser Jack, donc voilà, ça nous permet un peu de le caler au niveau de la sécheresse, quoi, de Jack la sécheresse. Alors on y voit Otama se faire soigner, c'était tant mieux, hein. Heureusement elle n'est pas morte, elle a même très vite récupéré étonnamment. Et on parle aussi de Luffy, on dit que bah, Reizo part apparemment, il faut lui faire confiance et était parti récupérer Luffy pour le sauver. Donc ouf, hein, j'ai envie de dire, tant mieux. Et donc on va enfin voir à quoi il sert ce fameux Reizo, parce que pour l'instant on l'a pas vu vraiment. On l'a pas vu simplement. On l'a pas vu ni se battre, ni quoi que ce soit, donc voilà, j'espère qu'il se démarquera un petit peu de Kanjuro, qui était une grosse déception, on va pas se le cacher. Donc ouais, là on va avoir une mission sauvetage avec sans doute peut-être Kanjuro et Reizo, parce que Kanjuro on n'a pas vu dans le chapitre il me semble, mais on a vu Kinemon, donc voilà. Alors Shutenmaru dit ne pas avoir travaillé et vouloir travailler pour le reste de la lignée du clan Kozuki. Donc en fait lui le seul qui l'a intéressé c'était Oden, et là pour le reste, en fait il en veut beaucoup au Kozuki de s'être enfui pendant plus de 20 ans, et c'est un blanc de 20 ans qui ne pourra jamais être comblé. Et ça m'a beaucoup fait penser au siècle oublié, aux 800 ans, le blanc de 800 ans. Mais en tout cas Shutenmaru est loin d'être décidé de s'allier une nouvelle fois au Kozuki, quoi. À part pour le truc d'Oden, mais voilà, Oden c'était son coup de cœur. Et là, donc du coup, grosse révélation sur l'équipage de Kaido. On retrouve enfin King et Queen, ceux étant censés être supérieurs à Jack. Alors vraiment déçu du character design de Queen, qui aurait pu être vachement plus badass. On ne sait même pas si c'est un mec, si c'est une femme. Enfin bon, relativement déçu, je m'attendais pas à ça. Mais tant pis, il y a quelque chose de plus intéressant, c'est que la grosse théorie sur les 4 cavaliers de l'Apocalypse a été bel et bien confirmée dans cette page, dans ce chapitre. En effet, on y apprend que King, donc se nomme The Fire, le feu King, et que donc Queen se nomme la maladie. Et donc avec Jack la sécheresse, ça fait vraiment le lien avec les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Donc il en manque donc un, mais ça alors ça va être très facilement compréhensible. Donc si vous voulez, Jack la sécheresse représente le cheval noir de la famine parmi donc les cavaliers de l'Apocalypse, notamment par le fait que, étant la sécheresse, il peut assécher les récoltes et les terres, et donc rendre les terres stériles, et donc empêcher les cultures de blé ou de maïs ou les trucs comme ça, donc c'est lié à la famine. King, lui, représente le cheval rouge de la guerre, donc la couleur du feu est égale à la guerre, etc. Et il y a quelque chose de très intéressant qui a été dit à propos de ce cheval rouge de la guerre. C'est écrit: un autre cheval sortit, il était rouge feu, son cavalier reçut le pouvoir de bannir la paix de la terre pour que les hommes s'entretuent, et une grande épée lui fut donnée. Ça, c'était une phrase du Wikipédia à propos du coup du chevalier de l'Apocalypse de la guerre. Et donc ça fait un gros lien avec King, le fait qu'il soit en feu, et le fait qu'il ait un katana qu'il porte. Donc voilà, ça fait aussi, donc est-ce que ça serait le fameux combattant de Zoro, le fameux adversaire de Zoro? Eh bien il y a de très grandes chances, donc là c'est la hype absolue. Queen donc représente le cheval pâle de la maladie, et donc pour l'instant pour lui c'est tout. On voit utiliser des espèces d'outils, c'est un peu intéressant, sans spécialement comprendre où il va en venir, parce qu'il utilise des outils un peu à la façon de Kid, des pièces de métal, pour apparemment soumettre ses sbires, donc je ne sais pas. C'est des choses, sûrement des inventions peut-être qu'il produit, pour peut-être assouvir tout ce qui est Kid ou Luffy. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, mais c'est assez bizarre pour l'instant, j'ai pas vraiment cerné ce qu'il pouvait faire ou ce qu'il pouvait être. Et donc Kaido représente le cheval blanc de la conquête, c'est la bête, et voilà, ce sont les 4 cavaliers Apocalypse à eux seuls, Kaido, King, Jack et Queen. C'est comme ça que se clôture le chapitre, donc c'était quand même assez ouf en révélation, et donc je vais revenir sur 2-3 petits trucs qu'on a découvert dans ce chapitre. Alors il y a quelque chose de super intéressant que Nina m'a dévoilé, c'est la cover avec Absalom et Hawkback. En fait on peut remarquer que sur cette cover, la femme qui est donc aux côtés de Absalom dans le chapitre 925, est quasiment similaire à celle que Absalom justement regarde dans la cover de ce chapitre. Donc est-ce qu'il n'y aurait pas un petit parallèle à faire, surtout que c'est le même, on va dire le même contexte, la même ambiance, c'est le paradis, etc. Enfin bref, du coup c'est assez intéressant de voir ce petit parallèle. Et King a une très très grosse ressemblance, et c'est assez étonnant, avec Shiryu justement qu'on a vu dans le chapitre.
et Magellan. Donc de par les espèces d'ailes qu'il possède, les ailes noires, ça fait référence à Magellan, et de par sa tenue, on va dire noire, et son, comment dire, et de par son espèce d'insigne de tête de mort qui n'est absolument pas similaire à Shiryu par exemple, n'a pas l'emblème de Barbe Noire, mais a une tête de mort, tout comme tout comme King pardon, a une tête de mort aussi sur sa veste. Donc c'est assez perturbant, sachant que moi je trouve vraiment une sorte de ressemblance entre les deux avec le katana, etc. Très long katana d'ailleurs. Donc il faut voir s'il n'y a pas peut-être un lien avec les deux, voire même les trois, avec Magellan, Shiryu et King. Ça m'étonnerait, hein, mais pourquoi pas, j'ai envie de dire, surtout que la ressemblance est quand même assez frappante. Dans le même chapitre, ça m'étonnerait que Oda ait fait ça au hasard. Donc voilà les bros, je pense que je reviendrai un peu plus en détail dans ce chapitre, dans les vidéos, dans la semaine ou dans les jours qui suivent. Là, j'ai pas énormément le temps de le bosser, mais ouais, il faudrait que je le fasse parce que je pense qu'il y a énormément de choses très intéressantes à essayer de prédire grâce à ça. Et donc voilà, on va voir avec le prochain chapitre si on continue sur Wano, si on continue sur le coup de Barbe Blanche, de Barbe Noire, pardon, avec Moria, qui était très intéressant d'ailleurs. Moria, on sent qu'il va peut-être éventuellement s'allier à Barbe Noire pour finalement lui la mettre à l'envers, et donc éventuellement aller sur Wano pour je sais pas, peut-être vaincre Kaido, ou du moins une alliance avec Luffy, des choses comme ça que je sens plutôt bien. Mais en tout cas, la suite promet d'être ultra intéressante, vraiment. Donc voilà les bros, je vous remercie d'avoir regardé cette petite review. Donc je vous invite aussi, je sais que vous êtes beaucoup, très nombreux même, à commander sur Pampling. Sachez qu'il y a des soldes en ce moment, et que donc grâce à mon code de réduction GojiRDP, vous n'avez pas non moins 15%, mais moins 25% avec les frais de port à 1€. Donc ça peut être très utile pour vous, très rentable. Donc si jamais vous avez l'envie de commander sur ce site, bah voilà, n'hésitez pas à utiliser ce code promo, comme ça vous fait une bonne et belle réduction. Donc voilà, j'ai assez de parler d'argent dans cette review, je suis désolé. Pour la peine, je mettrai moins de pubs. Et voilà, donc je suis désolé, mais il fallait que je parle un peu de tout ça. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis du coup à très bientôt les bros, passez un bon week-end. Désolé pour la fatigue apparente. Et je vous dis donc à plus tard dans la semaine pour une nouvelle vidéo. Peace les bros.